Salut tout le monde. Depuis le 3 février, dans l'état de l'Iowa, on a vu démarrer les primaires démocrates. Alors qu'est-ce que les primaires? On va parler un petit peu d'élections américaines, puisque à la fin de l'année en novembre, nous, quand je dis on, c'est indéfini, les Américains vont élire un président ou une présidente le 4 novembre 2020. Et donc on est en année électorale. Qu'est-ce que les primaires? C'est simple en fait, les élections américaines, c'est des élections à deux étages. C'est deux élections en une, ou plutôt c'est deux séries d'élections en une. Tu as une première phase qui s'appelle les primaires, qui sert à chaque gros parti à désigner son candidat de manière légitime, de manière pas simple, mais en tout cas de manière efficace. Et ensuite, après juin, lorsqu'il y a les deux conventions nationales, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, lorsqu'il y a les deux conventions nationales, démocrates et républicaines, à partir de là, on démarre la campagne de l'élection proprement dite, où les candidats de chaque parti vont s'affronter pour l'élection de président. Alors, en 2020, on a vu Trump. Les élections américaines, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'on passe notre temps à parler des Américains, on passe notre temps à parler de Trump. Les élections présidentielles américaines vont désigner quand même l'homme le plus puissant, enfin l'homme, entre guillemets, l'homme ou la femme le plus ou la plus puissante du monde. Même si on sait parfaitement qu'aux USA, le président de la République a surtout un rôle de représentation et est soumis au tiraillement des différentes factions, lobbies, États profonds, groupes, etc. Il y a tout un tas de lobbies, de groupes de pression, plus ou moins importants, de factions aussi, et donc on sait parfaitement que c'est pas la personne la plus puissante, qu'elle ne fait que représenter les courants les plus puissants. Donc deux grosses élections, deux campagnes. La campagne pour les primaires, elle a démarré il y a quand même un certain temps. Elle a démarré en 2019, puis on a vu tout un tas de gens se déclarer. Et depuis le 3 février, dans l'Iowa, parce que ça démarre, il y a un calendrier qui est toujours respecté, il y a une tradition qui est plus ou moins respectée. On a vu les primaires démocrates se dérouler, puis déjà un gros cafouillage, déjà une surprise. C'est assez marrant. Déjà une surprise, lui. On va en parler aussi de lui, c'est le candidat Macron. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avant de me lancer? Ça, c'est les principaux candidats démocrates qui ont de fortes chances d'être élus. Alors en haut à droite, Joe Biden, qui a été vice-président d'Obama, qui est connu. C'est d'ailleurs bien de les présenter parce que de l'autre côté, il n'y a personne face à Trump pour l'instant. Donc là, on a Joe Biden qui était vice-président d'Obama, qui est estimé, mais qui a 76 ans. C'était l'un des favoris, puis bon, avec cette première surprise, surtout qu'il faut savoir que celui qui gagne l'Iowa gagne souvent la primaire. On a dit souvent, pas tout le temps, mais souvent. On a à droite, donc, Peter Buttigieg, je ne sais pas comment on prononce. Lui, c'est le candidat sociétal, parce qu'en fait, il est homosexuel, ancien militaire, venant d'une petite ville, ouvrière, et il a des positions centristes. C'est ce qu'on appelle une synthèse. Mais pas une synthèse vous m'avez compris, c'est une synthèse. Pour attirer tout un tas d'électorats différents, il synthétise ça, voilà, l'ouvrier de la petite ville, les anciens militaires, les homos, les gens de centre-ville, je sais pas, ceux qui portent des cravates, ceux qui... Voilà, non, mais c'est pour ça que je pensais à Macron, je pensais aux candidats, aux candidats qui proposaient, qui étaient surtout des candidats, voilà, candidats synthèse pour essayer de ratisser. Ensuite, en bas, Kamala Harris, la femme là, qui lève la main, mais elle a pas trop de... Elle a pas trop, en fait, comment dire ça, d'espoir. Ouais, cette primaire-là va lui servir à se faire connaître sur un plan national, à fourbir ses premières armes. Voilà, ça peut être bon aussi de se présenter, juste pour avoir un peu d'expérience, être connu, mettre un visage sur un nom.
Et ensuite, le papy et la dame en veste bleue, bah, c'est Elisabeth Warren et Sanders. Sanders qui est aussi l'un des favoris, qui est favori contre Trump. Alors Sanders, il est de gauche, hein. Au sein du Parti démocrate, on a deux grosses tendances. On a la tendance gauche que je vais appeler Mélenchon, Sanders, Warren, Harris, et le côté centre un peu Parti socialiste, Buttigieg et Biden. Les premiers prônant beaucoup de candidats. Alors à l'heure où je te parle, il reste plus que 11 candidats, il y en avait 24 au départ, et donc deux grosses tendances, une gauche radicale hein, qui prône le revenu universel, la couverture maladie universelle, une fiscalité plus appropriée pour les ménages à bas revenus. Varenne, c'est la lutte contre Wall Street, etc., etc. Et de l'autre côté, on a des gens comme Buttigieg qui sont plus libéraux, mais libéraux sociétal, quoi. Et qui seraient plus, ou Biden qui serait plus conservateur sur un plan économique. Varenne, elle est sénatrice dans le Massachusetts, elle a 69 ans. Son problème, c'est son âge. Elle est très connue, c'est une figure du Parti démocrate. Sanders, c'est pareil, 78 ans, une santé fragile. C'est l'un des prétendants à l'investiture démocrate. Il est sénateur indépendant du Vermont. Ça, c'est important, indépendant, mais il passe par le Parti démocrate. C'est un petit peu comme Trump, qui, quelque part, qui était un candidat indépendant, mais qui a eu besoin du Parti républicain, parce que le système électoral américain, c'est un système paradoxal, c'est un système qui est fait d'élections. Là-bas, tu élis ton shérif, tu élis ton procureur, tu élis ton gouverneur, tu élis tout le monde. Double système, système de la primaire pour désigner des candidats, c'est le meilleur système qui soit, même si c'est long, même si ça prend du temps, même si les gens finissent par se lasser. Parce qu'un an de campagne, pour monsieur tout le monde, c'est un an de campagne, voire même un peu plus, ça a démarré en 2019. Ces primaires, elles sont apparues au 19e siècle. C'était pour donner aux électeurs un peu plus de pouvoir quant au choix des candidats, pour éviter que les appareils de parti choisissent. Mais en même temps, c'est un pays qui se veut démocratique, hein, de par voilà, introduire des primaires pour donner un peu plus de démocratie, des primaires aussi qui élisent un candidat d'une manière certaine, sans qu'il y ait 50 000 débats. D'ailleurs, on s'en inspire, hein, je veux dire, au municipal 2014. La droite française s'en est inspirée. Elle a fait des primaires pour désigner les candidats qui allaient se présenter pour la mairie de Paris et la mairie de Lyon. Les socialistes l'ont fait pour les présidentielles 2012 en désignant François Hollande. C'est bien et c'est pas bien. Parce que de toute manière, il faut avoir les reins solides. Là, il y a des vieux briscards ou des gens soutenus, comme le dernier en date. Donc en fait, voilà, c'est juste on introduit de la démocratie, mais est-ce que c'est démocratique véritablement? Est-ce que les petits candidats peuvent y accéder? Non, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui jettent l'éponge, faute de moyens. Vous voyez, il y a ce paradoxe, beaucoup d'élections, mais et on verra pour la présidentielle aussi, hein. Une élection, une campagne, mais la manière dont les Américains élisent, là, ils vont élire des délégués qui vont élire des candidats. Ils ont un mandat impératif. Pour le président, ils vont élire des délégués qui éliront un président. C'est pas comme nous qui élisons directement un président. Eh ben, ça donne moins de légitimité au président. Puis là, il faut être une bête de concours, hein. Là, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps, hein. Ils vont faire chaque État, hein. Alors, ces primaires, il n'y a aucune obligation constitutionnelle, hein. C'est avec la tradition, c'est avec le temps. Le Parti démocrate, le Parti républicain. Donc, et là aussi, on a beau se dire c'est démocratique, il y a beaucoup d'élections. Si tu n'as pas l'un ou l'autre des partis, c'est pas la peine. On voit qu'aux USA, celui qui est élu, que ce soit aux primaires ou soit à l'élection finale, est celui qui a recueilli le plus de soutien financier. Si tu n'es pas dans l'un de ces partis, il faut t'appeler Ross Perot, il faut être milliardaire, tu te présentes en tant que troisième candidat. Ces primaires-là concernent le Parti démocrate, le Parti républicain, c'est des passages obligés. Il y a d'autres partis, mais très souvent, il n'y a pas de troisième homme qui se présente à l'élection, faute de moyens. Alors, on n'en entend pas parler. Et il y a d'autres petits partis comme le Parti vert des USA ou le Parti libertarien qui ont décidé d'organiser des primaires. Mais ce n'est pas quelque chose d'installé, ça n'appartient pas à l'élection proprement dite, c'est pas constitutionnel, c'est traditionnel. Donc c'est un bien et un mal en même temps. Ça politise. Il faut savoir que l'élection présidentielle américaine connaît un regain depuis les années 2000.
Dans les années 90, elle avait baissé. Le taux de participation avait énormément baissé. On était arrivé en 96 à 49%, ce qui était le taux le plus bas depuis 1924. Là, on parle d'une élection présidentielle. On ne parle pas des élections fédérales, locales, municipales. C'est une élection où on élit un homme. À partir du moment où tu mets une personnalité comme Trump, comme Bush, avec le psychodrame, les gens s'y intéressent. C'est une élection de personnes. Et donc dans les années 2000, on a vu un regain de tension et remontée du taux de participation. Donc les Américains se sentent concernés par cette élection. C'est peut-être l'élection qui les concerne le plus. Je ne parle pas des élections locales. Durant ces primaires, donc ces deux partis, je ne vais pas parler des petits partis, parce que de toute façon, le président ou la présidente sera issu de l'un de ces partis. Donc ces deux partis vont, dans chaque État, faire en sorte d'installer des mécanismes en fonction du poids électoral qu'ils ont dans l'État, en fonction de la démographie de l'État, pour désigner des délégués qui, à la fin, en juillet pour les démocrates, il me semble que c'est du 13 au 17 juillet, du 23 au 27 août pour les républicains, verront ces délégués, donc ces conventions verront ces délégués monter, voter pour le candidat pour lequel ils ont mandat. C'est des mandats impératifs. Une fois qu'on élit un délégué, on sait pour qui il va voter, il doit voter pour. Mais, c'est rigolo, vous voyez, un paradoxe. Ces primaires ont été installées pour que les électeurs puissent désigner leurs candidats, mais le Parti démocrate a décidé en 2016 de désigner des super délégués qui n'ont pas de mandat impératif, qui votent pour qui ils veulent, qui appartiennent soit au gouvernement, s'il est démocrate, soit sont désignés parce que c'est des figures du parti. En clair, les primaires vont désigner un candidat, les super délégués peuvent inverser le vote des électeurs. Et quelque part, c'est tuer l'esprit de la primaire. Puisque c'était pour être sûr que Clinton passe devant Sanders. Mais c'est quasiment tuer l'esprit d'eux. Puisque quel que soit ce que vont voter les électeurs démocrates, il y aura des super délégués qui pourront dénaturer leur vote. C'est assez choquant. C'était l'équipe Clinton. Alors Clinton ne s'est pas présenté, parce que de toute manière, là, c'est une poissarde. Mais, l'establishment démocrate est soit du côté de Biden, soit du côté de Sanders. Et donc on va voir là, depuis le 3 février, là tu as le 11 février dans le New Hampshire, tu vas voir des élections, des gens qui vont élire des délégués, et on saura au fur et à mesure. Par exemple là on sait déjà que Buttigieg a 12 délégués, Sanders en a 11. Dans l'Iowa, il y a eu une surprise, on s'attendait à voir Sanders et Biden et Warren en premier. Il y a eu une surprise déjà, il y a eu un cafouillage, puisqu'on a demandé un recompte des voix. Et il n'y a que depuis quelques heures qu'on sait que c'est Buttigieg qui a gagné de très peu. Il a 12 délégués, Sanders est au coude à coude avec lui. On parle de quelques dixièmes de pourcent, il a 11 délégués, c'est une grosse surprise. Le type là de droite est une surprise. Il peut causer la surprise. Et on a l'habitude maintenant de voir aussi, c'est bien, ça va donner un regard d'intérêt. Dans les primaires, on a l'habitude de voir des surprises. On a vu Trump arriver comme une surprise, une bonne ou une mauvaise surprise aux primaires républicaines, alors que tout le monde pensait que c'était une farce et que certains disaient non, il est juste là pour se faire de la pub. Finalement, il est allé jusqu'au bout. Il y a 3960, contrairement à ce qui est marqué, il y a 3979 délégués à élire. Donc une majorité de 1990 chez les démocrates, chez les républicains, il y en a beaucoup moins. Pour les républicains, c'est très simple. En principe, Trump est renommé. Il n'a pas besoin d'aller faire une campagne classique. Mais si des individus sérieux se présentent, et apparemment il y en a déjà un, Trump sera obligé de faire campagne. Et ça, c'est stupide. Parce qu'il est le président en exercice, donc la campagne va lui prendre du temps. Donc cette année-là, c'est une année électorale. On va dire qu'il ne va même pas exercer en tant que président, ou il sera président à mi-temps. Et tu verras qu'avec un mandat de 4 ans, on en parlera plus tard, puisqu'on va en faire plusieurs. Là, on va suivre ces primaires, on va suivre ces élections. Je ferai des vidéos régulièrement s'il y a des choses à dire, pour vous expliquer le mécanisme, pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est intéressant.
Mais en 4 ans, tu t'aperçois que le président, il gouverne un an et demi. Ben, il gouverne une fois qu'il est élu un an. Ensuite, la deuxième année, il va préparer déjà les mi-termes, c'est-à-dire les élections de son parti au Congrès, soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat. Donc pendant un an, il va devoir composer. Et puis lorsqu'il sera élu, lorsqu'il y aura ces élections mi-termes des représentants et des sénateurs, il devra s'ajuster ensuite. Très souvent, elles sont défavorables au parti, au pouvoir, qui est obligé de s'ajuster. Et la dernière année, eh ben, il va préparer la campagne, soit pour lui, pour être réélu, soit pour quelqu'un de son parti. Au final, il gouverne véritablement un an et demi sur 4 ans. Le mandat est court. Aux USA, on se veut démocratique, mais paradoxe, le mandat du président est court, donc ça le fragilise, et il est élu au suffrage universel, indirect. Ça, c'est la phase 2, c'est la phase élection. C'est à partir de juillet, lorsqu'il y aura une campagne, puis une élection en novembre. Là, tu verras. Donc les gens vont de nouveau voter dans les États, mais cette fois, pas pour un candidat de leur parti, mais pour le président ou la présidente, et ils vont élire des délégués. Voilà. Primaire dans chaque État. Côté républicain, c'est Trump et je vais quand même te donner un petit peu des noms de gens qui risquent de se présenter, comme Korchik contre Trump, comme Bill Weld, comme Corker, Walsh, Hogan, c'est des gens du Parti républicain, et ils se présentent souvent pour se montrer. On sait que Trump va être nommé, mais enfin c'est du gâchis, c'est une perte de temps, je pense. Parce que, je sais pas, en principe, on aurait pu lui éviter à Trump en le nommant directement. Ou alors en décidant, si c'est pas lui, de faire des primaires. Mais pourquoi lui imposer une primaire? Enfin, j'ai du mal à comprendre. Trop de démocratie tue la démocratie et l'empêche réellement de gouverner finalement. Et puis c'est de l'argent qui va être dispersé. Enfin, il y a tout un tas d'inconvénients. Voilà, il faut les organiser, il faut de l'argent, il faut qu'il bouge, il faut qu'il prépare sa campagne. Il gouverne quand? Il y a 2 types de primaires dans chaque État. Chaque État est libre d'organiser à sa manière, mais on a la primaire classique et le caucus. Il y a 57 États et territoires américains. On va voter dans 57 États, territoires comme Guam, comme Porto Rico, qui n'est pas véritablement un État américain, tout en restant sous souveraineté américaine sur certains points. Par exemple, les Portoricains peuvent voter aux USA, mais ils sont portoricains. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être compliqué. Donc tu as les primaires classiques. Les primaires, c'est simple, c'est l'élection, tel jour, des délégués, qui eux-mêmes voteront pour le candidat à la convention. Le caucus est un système de désignation beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, beaucoup plus archaïque, qui ne se fait plus que dans 7 États, dont l'Iowa. C'est très simple, c'est au niveau des arrondissements. Les gens concernés les gens du parti concerné se réunissent, ça discute, ça tchatche, au niveau de l'arrondissement, au niveau du comté, etc. Et à chaque fois, il y a des votes pour désigner des délégués au niveau de l'arrondissement qui iront représenter les arrondissements au niveau du comté, qui eux-mêmes voteront pour des délégués d'État, qui eux-mêmes voteront pour les délégués qui iront à la convention. Ça prend du temps et ça crée du cafouillage comme là. Parce que quand il faut recompter, c'est beaucoup plus compliqué qu'un vote qui se fait en un jour. Voilà, ça c'est le caucus. On discute beaucoup. La primaire, c'est simple. La primaire classique, c'est simple. Les gens viennent voter le soir même, on sait normalement. Voilà. Un tel est arrivé premier, il va bénéficier. Et chaque État a un certain nombre de délégués. Par exemple, l'Iowa proposait 41 délégués. 3 types de primaires classiques, l'ouverte, la fermée et la semi-fermée. On l'a vu en France. La primaire ouverte, si tu es électeur, tu peux voter pour n'importe quel. Même si tu n'es pas du parti, tu peux aller voter pour la primaire. On l'a vu pour la primaire qui a désigné, je crois, Fillon à la présidentielle, il me semble. Hein. Non, Fillon comme président du parti. Il me semble que c'était une primaire ouverte. Il te suffisait d'avoir une carte électeur. Même si tu es de gauche, tu peux aller voter. À ce moment-là, tu choisis le candidat le pire du parti. J'ai jamais compris cette histoire de primaire ouverte. Les primaires fermées, c'est seulement les électeurs du parti à jour de leur cotisation. Et les primaires semi-fermées, aux USA, tu as la possibilité de t'affilier à un parti, même si tu n'appartiens pas à ce parti, et de voter pour sa primaire et uniquement sa primaire. Donc selon les États, donc primaire ou caucus, et si ces primaires, elles peuvent être ouvertes, fermées ou semi-fermées. Voilà, faire très simple, là on va pas rentrer dans les blanquettes, les no-blanquettes. Voilà.
Élection présidentielle, les primaires, première phase de février à juin. Ça commence le 3 février dans l'Iowa. Il y a déjà une surprise, ça finit en juin. Ensuite, il y a les conventions nationales qui désigneront officiellement les deux candidats. Il se peut qu'il y ait d'autres candidats qui se présentent. Et ensuite, on rentre dans la phase élection présidentielle avec la campagne. Et là, cette fois, Trump intervient. Et en novembre, on a un président ou une présidente. Voilà, c'est relativement clair. Démocratie chaud, hein. Ah oui, là il va y avoir du show, il va y avoir du débat, il va y avoir tout un tas mais voilà, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on va élire l'homme le plus puissant de la Terre, mais il ne l'est pas, de par son mandat, de par son mode d'élection, et il est face ensuite à un congrès, hein, c'est un système présidentiel. Il est représentant ou la synthèse ou le point d'équilibre de toutes les factions, les lobbies, les courants d'intérêt aux USA, hein. Et oui, l'État profond, c'est pas que deux courants, hein. C'est tout un tas de courants, hein, qui s'allient, qui se désunissent, qui se... Voilà. Même au sein du parti, si tu veux, républicain, démocrate. C'est une démocratie, mais ces deux partis-là sont plus des machines électorales que autre chose, parce qu'au sein des démocrates, tu peux trouver des gens qui tirent vers l'extrême droite et des gens qui tirent vers l'extrême gauche, et pour les républicains, c'est pareil. C'est pas le droite-gauche que nous connaissons, nous. Ça se veut démocrate, mais il n'empêche que tu peux pas te présenter si tu n'as pas des soutiens, et on le voit très vite, hein, parce que ceux qui se présentent, très souvent certains décrochent au bout de 2 3 mois, ils n'ont pas l'argent pour. Et nous sommes dans la phase primaire. Alors là, élection dans l'Iowa, ensuite le New Hampshire, le 11, le Nevada le 22. Il y a 3979 délégués démocrates, je parle des démocrates là. Les primaires, elles vont se jouer dans ce qu'on appelle les Super Tuesday. Voilà, c'est en bas, la carte du bas, la carte USA du bas où tu vois du rouge et du bleu. C'est les dates des conventions démocrates, là où il y a des Super Tuesday, c'est-à-dire des jours de vote dans plusieurs États. Le Super Tuesday du 3 mars verra 13 États proposer jusqu'à 1358 délégués. Celui qui tire son épingle du jeu lors de ce Super Tuesday, en général, il est bien positionné. Voilà pourquoi ça va être une série, puisque là, pour l'instant, premier État, l'Iowa, caucus, Buttigieg qui sort premier, c'est à la surprise générale, alors que personne ne le connaissait il y a encore 2 heures. Et là, on verra le 3 mars, lors du Super Tuesday à 13 États, la tendance, si ça se confirme ou pas. Et tu as des Super Tuesday un peu plus petits où tu as 4 États qui votent, 5 États qui votent, 6 États qui votent. Tu en as plusieurs comme ça ensuite. Donc on va dire entre le mars et avril, c'est là où on va avoir une idée de qui va se détacher. Sachant que voilà, entre Buttigieg, Sanders, Warren et Biden à gauche, hein, Kamala Harris, on va l'enlever. Je pense qu'elle est jeune en plus. Non, parce qu'ils sont tous plus de 70 ans. Je crois qu'elle a la quarantaine, elle est jeune, elle est surtout là pour se montrer. Elle fait partie des femmes qui arrivent, qui représentent la gauche, minorité, il me semble, hein. Je crois qu'elle est d'Hawaï, donc on la compte pas, mais enfin, tu as Sanders, Biden, Warren et Buttigieg qui vont faire la danse. Et de l'autre côté, tu as Trump. Je pense que Trump va être élu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ça, c'est les primaires. Les élections US, on aura le temps d'en parler. Juste, voilà, je me répète encore une fois, un président qui n'est pas élu directement, hein, il est élu par des grands électeurs. On a connu ça en France avant 62 et la première élection au suffrage universel direct. Hein, c'est De Gaulle qui l'a voulu pour avoir une légitimité directe, une légitimité avec le peuple. Jusque-là, c'était un collège de grands électeurs. Hein, je crois qu'il y avait des sénateurs, il y avait des conseillers généraux, il me semble. Enfin, il y avait des électeurs qui votaient, je crois. Il y avait un panel de 80 000 grands électeurs qui votaient pour le président durant la 4ème République et les 2 premières années, enfin, durant la 4ème République, puisque la première élection présidentielle a eu lieu en 62 sous la 5e. Hein. En 58, on a installé là. Ah non, il y a eu une élection en 58 aussi, oui. Voilà, bah oui, pour installer De Gaulle. Donc on aura le temps d'en parler, mais encore une fois, pareil, démocratie, mais c'est celui c'est celui qui a le plus d'argent qui emporte l'élection, on le sait, c'est celui qui a le plus de médias, c'est celui qui a le plus de tout. Donc beaucoup de show, beaucoup d'efforts, pour pas grand-chose, j'ai envie de dire.
pour pas grand-chose. Parce que au final, c'est toujours des riches et des puissants, et c'est toujours les... Euh, le pouvoir, c'est une lutte permanente entre le peuple et l'oligarchie, ceux qui prétendent représenter ou qui représentent le peuple et qui sont au-dessus. C'est où placer le curseur, encore une fois. Trop de pouvoir au peuple, ça peut donner n'importe quoi, ça peut donner du populisme. J'ai pas parlé de populaire, mais populisme, des solutions faciles, des fiers à bras, des grandes gueules. Pas assez, ça donne l'Union européenne où le peuple ne décide de rien. Où mettre le curseur? Quel est le bon système? Là, on a surtout un show. C'est des millions, des milliers, oui, des millions, voire des milliards qui vont être dépensés. C'est une grosse activité, mais au final, est-ce qu'on parle beaucoup politique? Qu'est-ce qu'on retient? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des élections de personnes. Qu'est-ce qu'on retient politiquement? C'est une question ouverte, hein, c'est pareil. Hein, moi, je constate qu'en France, lors des élections présidentielles, il y a beaucoup de choses. Ça s'est américanisé depuis 30 ans. Mais le discours, le débat politique en lui-même, oui, tu peux trouver des débats, mais ils ne seront pas techniques à la télé. Je parle du débat qu'on propose à Monsieur Tout-le-Monde. Je ne parle pas du type qui passe sa vie sur Internet ou qui lit des bouquins compliqués, qui lui va aller lire les débats, va aller lire. Non, je te parle de ça. Qu'est-ce qu'il en est finalement? Beaucoup de vide, beaucoup de vent, beaucoup de choses qui sont scandées. Est-ce qu'aux USA c'est pareil? Sachant en plus que la presse là-bas est beaucoup plus agressive, virulente, elle est beaucoup plus contrastée, mais elle est beaucoup plus diverse et elle dit beaucoup plus la vérité puisque c'est une presse partisane. C'est pas une presse tenue par trois types, c'est une presse tenue par plein de milliardaires et chacun représente un courant, plus la presse libre. Donc c'est compliqué de caractériser ce show d'un an, si ce n'est aussi que ça doit lasser les gens. Parce que les campagnes ont démarré en 2019, donc lorsque je parle de show d'un an, on peut même parler l'été dernier, déjà ça commençait à se déclarer. Donc c'est un show d'un an et demi, durant lequel tous les yeux seront braqués sur les candidats. Le président lui-même, bah, là il cherchera à être réélu et je pense qu'il a ses chances, va tout faire pour ne pas gêner son parti. C'est une année où finalement ça ne gouverne pas aux USA. Les mesures importantes sont différées, surtout pas de guerre, surtout rien, pas de crise, etc., etc. Voilà, donc ça va être une année palpitante, puis on va la suivre. Hein. On va pas faire toutes les semaines, mais enfin, moi je vais suivre la campagne, je vais suivre les primaires. S'il y a des choses à dire ou des choses à expliquer ou des choses dont il faut parler, bah, on fera des vidéos. Voilà, donc je vous remercie et d'autres vidéos arrivent là, hein. D'autres vidéos arrivent ce week-end, je me suis un petit peu reposé. Puis sur Patreon aussi, on va faire une vidéo où je propose un... Sur Patreon, je vais faire une vidéo là, où je vais parler des radars, des leurres électromagnétiques. Et on va revenir sur cette histoire de Boeing civil abattu par un missile iranien. Et je vais vous... Alors il va falloir que je la monte, hein. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche chez Radar et... Il n'y a rien de complotiste. Hein. Voilà, on va se servir de la technologie existante pour vous montrer que il est probable que le radar iranien a été leurré par un leurre électromagnétique qui l'a forcé à déclencher son missile. Ça sera sur Patreon et puis on fera une petite revue de presse aussi là-bas et on parlera de la circulaire Castaner. Voilà, donc là on va lancer, voilà, c'est parti avec cette vidéo, une petite série sur les primaires et les élections américaines. Ça nous intéresse, puis ça nous donne l'occasion aussi de découvrir autre chose des USA. Parce que c'est assez intéressant comme campagne. On va voir un petit peu. Hein. La précédente campagne était une campagne très violente, très politisée, mais pas dans le sens violente, avec deux personnalités qui effaçaient leur parti. Trump qui n'était pas véritablement du parti républicain, Clinton qui s'est d'ailleurs cramé. Elle n'est plus là. Elle ne s'est pas présentée. Parce que je pense qu'on lui a dit non, c'est bon, toi. Je veux dire, elle s'est cramée. Hein. Je crois que Trump, là, quelque part, l'a tuée politiquement. Voilà. Bah, à bientôt, hein, entre demain, dimanche et lundi, là, tout un tas de vidéos, et sur Patreon et sur Los Locos. La bise à toutes et à tous, et puis commentaires préapprouvés, posts, etc. Vous connaissez la musique maintenant. Au revoir.